Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette séance spéciale de réflexion sur l'un des sujets les plus controversés de notre société. Il n'y a guère de sujet qui suscite plus de passion que la discussion sur le climat, un sujet peut-être comparable au débat sur l'énergie nucléaire des 30 ou 40 dernières années ou plus exactement à la discussion sur le nombre d'immigrants qui peuvent être accueillis et intégrés dans notre pays. Il n'y a guère de sujet scientifique qui soit aussi fortement influencé par la politique, le gouvernement ou le financement que la recherche sur le climat. Et dans un autre sens, nous avons des institutions climatiques qui consultent notre gouvernement, qui demandent la grande transformation de notre société, ainsi que notre conseil consultatif scientifique pour les changements environnementaux mondiaux. Ces experts nous disent que les sciences du climat sont bien établies. Pour eux, il est absolument clair que seuls les humains, avec leurs émissions de combustibles fossiles, sont responsables du réchauffement de la planète. La question est de savoir si c'est vraiment aussi clair et si l'augmentation observée du CO2 atmosphérique n'est que le fruit d'un processus. C'est ce que nous allons entendre dans cette conférence qui sera donnée par le professeur Murray Salby. Nous sommes très heureux et nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Hambourg. Pour ce discours, nous avons abordé des questions supplémentaires et précises. Votre conférencier a même incité des experts climatiques de Norvège à vous rencontrer ici. C'est pourquoi je souhaite très chaleureusement la bienvenue au jeune professeur Erik Solheim de Oslo. Je souhaite également la bienvenue au vice-président de l'Institut européen du climat et de l'énergie, Michael Limburg, et au professeur Barenholt, bien connu comme ancien sénateur de l'environnement à Hambourg et co-auteur du best-seller intitulé « Le soleil froid ». Le professeur Salby est l'un des rares experts de renommée internationale en physique de l'atmosphère et en sciences du climat. Il a étudié en profondeur les principaux processus contrôlant le système atmosphérique de la Terre. Avant d'accepter la présidence de la science du climat à l'université Macquarie de Sydney, il était directeur du Centre de théorie et d'analyse de l'atmosphère au Colorado et professeur au département des sciences atmosphériques et océaniques de l'Université du Colorado. Vous avez organisé de nombreuses conférences et symposiums internationaux. Vous avez publié des centaines d'articles dans des revues internationales réputées sur les processus dynamiques dans l'atmosphère, sur les observations par satellite, voire sur la couche d'ozone et les gaz à effet de serre. Dans son dernier manuel de 2012, qui est devenu un classique, le professeur Salby développe les processus atmosphériques de base à partir des premiers principes. Tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne le climat et qui veulent faire de la recherche sur ces questions importantes et encore ouvertes dans cette discipline devraient étudier ce livre plutôt que des articles non qualifiés, voire erronés, sur le changement climatique qui ont été publiés. En ce qui concerne ces questions encore ouvertes, j'aimerais citer l'ancien directeur de l'Institut Max Planck de météorologie, ici à Hambourg, le professeur Lennart Bengtsson, qui a déclaré « La peur, si inexplicable qu'elle puisse être, est que la science du climat ne peut bénéficier que de l'apport des idées et des méthodes d'autres disciplines. »
Je peux dire que pour moi, ayant fait quelques recherches et de la spectroscopie atmosphérique, c'était aussi une motivation suffisante pour regarder d'un peu plus près l'influence réelle des gaz à effet de serre sur notre climat. Et Bengtsson a répondu qu'il est essentiel de vivre dans une société où le consensus n'est pas obligatoire, en particulier en ce qui concerne ce point de vue. Il s'agit d'un commentaire important et pertinent sur le fait que la réalité évolue parfois de manière tout à fait différente. Il suffit de se rappeler ce qui est arrivé à l'orateur d'aujourd'hui il y a 5 ans. Vous le savez tous, mais je me dois de le rappeler. Il était en tournée en Europe et donnait des conférences à Vienne, Paris, Cambridge, Londres, Oslo et aussi ici à Hambourg, un peu plus tard à Westminster pour le Parlement britannique et à Édimbourg pour le Parlement écossais. Il a présenté de nouveaux résultats sur la relation entre les gaz à effet de serre et la température globale. Cependant, un sujet sérieux était que dans ses études, il est arrivé à des conclusions différentes de celles du GIEC. Et il n'a pas hésité à présenter ses résultats lors de sa tournée. L'université et la ville de Sydney n'ont pas apprécié et ont tout simplement annulé son vol de Paris à l'Australie, ce qui a eu pour conséquence qu'il a été relevé de ses fonctions universitaires et n'a plus été autorisé à entrer dans son bureau ou à avoir accès à ses propres fichiers informatiques. Il est absolument incroyable que notre liberté d'enseignement et de recherche soit sapée dans certains pays. Mais pas seulement en Australie, malheureusement. Ici aussi, nous avons de plus en plus de difficultés à présenter nos résultats ou nos interprétations lors de conférences en tant qu'invités ou en tant que professeurs dans nos universités quand nous nous écartons du courant dominant. Apparemment, nos institutions académiques accordent plus d'importance à la couverture médiatique qu'au gain de responsabilité dans l'examen critique d'hypothèses et de points de vue controversés. Pendant ce temps, notre système académique est bien contrôlé par plusieurs formes de censure dans des journaux ou des applications de recherche, par les évaluateurs respectifs qui rejettent les articles et les applications, et aussi en attaquant ou en supprimant les événements qui s'écartent de la tendance dominante. Cette réunion permet au professeur Salby de présenter ses dernières études sur le cycle climatique, études qu'il a heureusement poursuivies après avoir été licencié de l'université Macquarie. La question clé de sa présentation d'aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère? Nous sommes impatients d'entendre vos nouveaux résultats. Merci, professeur Hardet. C'est un plaisir de revenir à l'université Helmut Schmidt. Surtout, je l'espère, dans une institution qui enseigne encore aux étudiants l'importance de la pensée critique. Le thème de la conférence d'aujourd'hui est le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est la porte d'entrée pour prévoir les changements climatiques. Mais le thème sous-jacent est encore plus fondamental. Il s'agit ici d'une histoire sur la vérité. Pourquoi nous la recherchons et comment elle finit par être trouvée? L'histoire a montré à maintes reprises que lorsqu'elle n'est pas trouvée, elle est dans l'antre d'intérêts particuliers. Le point de vue popularisé sur le CO2 a été promu en grande partie par les médias d'information et Hollywood. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'augmentation du CO2 atmosphérique et le principe de changement proclamé. L'argument est le suivant.
L'augmentation du CO2 atmosphérique résulte des émissions humaines. Il augmente la température moyenne mondiale, ce qui, selon les allégations, entraîne en cascade toutes sortes d'impacts climatiques. Plus de sécheresse, plus d'inondations, moins de neige, plus de neige, et d'innombrables autres conséquences revendiquées. Le catalyseur de ces changements proclamés est l'augmentation du CO2 atmosphérique. Il est donc préférable d'avoir une bonne maîtrise conceptuelle et quantitative de ce phénomène. Sinon, tout le reste n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous commencerons par examiner les preuves de l'impact déterminant du changement climatique, à savoir les variations de la température moyenne mondiale. Nous passerons ensuite en revue les principes du changement climatique induit par l'homme et la façon dont ils s'opposent aux phénomènes observés. Je passerai ensuite au changement récent des émissions humaines et à la réaction du CO2 atmosphérique. Nous terminerons par une rétrospective du traitement institutionnel du climat, qu'il s'agisse de science ou d'étiologie. La caractéristique principale du changement climatique est la température moyenne globale, dont le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, des Nations Unies, nous dit qu'elle augmente systématiquement. Cette affirmation s'appuie sur les relevés de surface. Mais s'agit-il d'un enregistrement de la température moyenne mondiale? L'enregistrement de surface est dérivé du réseau des thermomètres de surface, qui est concentré sur les masses terrestres, les masses continentales peuplées. Il représente environ 20% de la surface de la Terre, les 80% restants étant largement inobservés. L'échantillonnage limité est traité par l'homme. L'enregistrement de la surface n'est donc pas un enregistrement de la température moyenne mondiale observée, mais une approximation de celle-ci. Même si l'on dispose d'un plus grand nombre de mesures de surface, leur emplacement dans le centre de population les rend inextricablement biaisés par le développement urbain, qui fait pencher les températures vers les vallées plus chaudes. Elles ne sont pas non plus représentatives de 80% de la planète, ce qui rend encore plus difficile l'évaluation du changement survenu au cours du XXe siècle. Si les observations sont limitées aux sites qui ont été exploités pendant la majeure partie du XXe siècle, le réseau de surface se réduit à ceci. La moyenne sur ces sites n'est guère plus que notre température qui est contrôlée, non pas par l'énergétique globale, mais par l'océan voisin. De plus, ces sites ont connu une urbanisation importante au cours du XXe siècle. Pour tenir compte de ces limitations, les enregistrements observés sont soumis à un traitement. L'approximation qui en résulte a été révisée à plusieurs reprises par des manipulations ultérieures pour la rendre nouvelle et améliorée. Ce qui change dans ces organisations, ce ne sont pas les observations. Elles ne peuvent pas être reproduites. Ce qui change, c'est leur interprétation. Son impact est modifié. En bleu se trouve la moyenne de nos mesures. C'est tout ce qui est à notre disposition pour calculer la température moyenne mondiale au cours du XXe siècle. Il n'y a que peu ou pas de changements systématiques dans le traitement des données en rouge. Qu'est-ce qui est rapporté par l'agence gouvernementale responsable? La différence réside dans les éléments introduits par le traitement. De sorte que vous verrez qu'il y a véritablement un réchauffement induit par l'homme. Il n'est tout simplement pas généré dans l'atmosphère. Étant donné que la déduction de la température moyenne mondiale nécessite une interprétation, les données de surface seront toujours susceptibles d'être manipulées, car il n'existe qu'un seul enregistrement de la température moyenne mondiale observée. Les observations par satellite offrent une couverture quasi mondiale qui n'est pas biaisée par le développement urbain. S'étalant sur 4 décennies,
Les données satellitaires montrent peu de changements systématiques. Depuis le El Niño de 1996, la température moyenne mondiale oscille autour d'une valeur constante. C'est ce que l'on appelle la pause dans le réchauffement climatique. En réalité, le terme « pause » est mal choisi ici. Il n'y a pas eu de pause. Avant 1996, la température globale oscillait autour d'une valeur constante. Les valeurs de productivité ont été séparées par une brève augmentation de la température. Il n'y a aucune preuve d'une tendance systématique de la température. Les données de surface, contrairement aux données satellitaires, qui sont entachées d'ambiguïté, sont utilisées pour affirmer qu'il y a un réchauffement de la planète. Si ces données indirectes, qui ont fait l'objet de manipulations répétées, s'avèrent ne pas présenter de tendance systématique, nous n'aurons pas à nous préoccuper des données réelles. Pour qu'une tendance soit scientifiquement significative, il faut que les conditions suivantes soient réunies. 1. Les températures à la fin de l'enregistrement sont décalées par rapport à celles du début de l'enregistrement. En effet, elles le sont. 2. Le décalage résulte de changements systématiques au cours des années précédentes. Peut être brouillé par des changements aléatoires. De manière équivalente, le décalage ne peut pas être éliminé par une perturbation mineure de l'enregistrement, par exemple en éliminant un petit sous-ensemble. Comme pour les données satellitaires, les données de surface présentent un plateau au cours des 2 dernières décennies. Les températures plus élevées à la fin de l'enregistrement font suite à une brève période de réchauffement à la fin des années 90. 4 années seulement. Sans réchauffement au cours de ces 4 années. Le décalage récent disparaît. Ce qui reste, c'est une température légèrement supérieure à celle du milieu du siècle. Ce décalage résultant également d'une brève période de réchauffement. Celle-ci s'est produite à la fin des années 70. Là encore, il ne s'agit que de 4 années. Sans cette brève période de réchauffement, l'enregistrement des températures est plat pour les 70 dernières années. Ce décalage n'est pas dû à un réchauffement systématique. Nous pouvons évaluer la probabilité qu'un tel décalage se produit à partir d'un réchauffement et d'un refroidissement aléatoire. Le décalage de température est égal au réchauffement cumulé au cours des 70 dernières années. Cela peut être exprimé en termes de probabilité d'un réchauffement ou d'un refroidissement instantané d'une ampleur particulière. Cette probabilité est proportionnelle à la valeur attendue du réchauffement instantané. La valeur attendue représente la dérive systématique de la température. La tendance apparente. Pour distinguer les conditions moyennes au début et à la fin des 70 années, les enregistrements sont filtrés en mode passe-bas. Pour l'enregistrement complet, y compris le décalage de température, la densité de probabilité présente un réchauffement attendu non nul. Cela correspond à un décalage observé de 0,6 degrés. Pour l'enregistrement perturbé, à l'exclusion du décalage de température, la densité de probabilité présente un réchauffement attendu nul. Pour que le décalage observé puisse être distingué d'un décalage produit par un réchauffement ou un refroidissement aléatoire, la probabilité d'un réchauffement ou d'un refroidissement égal ou supérieur à ce qui est observé doit être inférieure à 5%.
C'est loin d'être le cas. D'un point de vue scientifique, l'évolution de la température mondiale, tant scandée, ne mérite pas d'être discutée. Oh, c'est parfait pour faire les gros titres, mais ceci n'a que peu de fondement physique. Nous verrons bientôt comment s'expliquent ces gros titres. Les conséquences. Avec une quasi-certitude, la température mondiale légèrement plus élevée aujourd'hui n'est pas le résultat d'un réchauffement systématique au cours des années précédentes, mais plutôt d'épisodes aléatoires de réchauffement et de refroidissement. Les épisodes de réchauffement et de refroidissement responsables sont indépendants les uns des autres et du temps. Il s'ensuit que ces épisodes et les températures légèrement plus élevées qu'elles ont produites sont indépendants de toute propriété qui augmente systématiquement. Pour le CO2 atmosphérique, le principe de base du changement climatique anthropique, le moment est venu. Les émissions de combustibles fossiles ont subi des changements substantiels. On peut comparer ces changements à la réaction du CO2 atmosphérique. Au cours de la décennie qui a suivi le tournant du siècle, les émissions de combustibles fossiles ont augmenté 3 fois plus vite qu'au cours de la décennie précédente. Les émissions anthropiques cumulées doivent obéir à la loi de conservation. Pour que le CO2 augmente, il faut donc qu'il y ait deux composantes. Une composante égale à l'absorption du CO2 qui compense son élimination. C'est la composante compensée de l'émission anthropique, à laquelle s'ajoute une émission supplémentaire égale à l'augmentation du CO2 anthropique. C'est la composante non compensée. Cette composante de l'émission anthropique est équivalente à l'émission anthropique nette. On peut démontrer que pour une émission en augmentation constante, l'absorption est plus tardive que l'émission d'environ un temps d'absorption. Sinon, le CO2 n'augmenterait pas. Pour un temps d'absorption donné, cela détermine la composante compensée de l'émission. La partie éliminée par l'absorption, qui détermine à son tour la composante non compensée. La partie responsable de l'augmentation du CO2. La partie ombrée représente les émissions cumulées non compensées pour une durée d'absorption de 5 ans. Une valeur qui découle de l'estimation de l'absorption du GIEC. Cela représente le CO2 supplémentaire émis par les humains, au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir le CO2 existant face à l'absorption. L'émission supplémentaire au cours de la deuxième décennie a été 3 fois supérieure à celle de la première décennie. L'augmentation de CO2 anthropique au cours de la deuxième décennie doit donc être 3 fois plus importante qu'au cours de la première décennie. Le graphique ci-dessous montre l'évolution observée du CO2 atmosphérique total anthropique naturel. La chaleur a augmenté de façon presque linéaire sans changement dans la croissance. Par conséquent, l'augmentation au cours de la deuxième décennie était presque identique à celle de la première décennie.
Cette incohérence ne peut se produire que si l'augmentation du CO2 anthropique a été beaucoup plus faible que l'augmentation du CO2 naturel. Un changement dans la croissance des émissions anthropiques doit modifier la croissance du CO2 anthropique. Celle-ci peut être comparée à la croissance observée du CO2 atmosphérique total. Après 2000, la croissance régulière des émissions anthropiques a atteint un plateau en 2011. Par la suite, elle a peu évolué. La croissance désespérée des émissions anthropiques au cours de ces 2 décennies implique une croissance différente du CO2 anthropique. Dans l'enregistrement observé du CO2 total, un changement de croissance n'est pas évident. Le CO2 augmente régulièrement au cours des 2 décennies à un rythme presque constant. Abstraction faite d'El Niño en 2016, les écarts par rapport à la croissance linéaire sont minuscules, inférieurs à 1 ppmv. La croissance du CO2 anthropique est contrôlée par 2 influences opposées dans la loi de conservation. L'émission anthropique, qui force la croissance du CO2, et le temps d'absorption qui s'y oppose. On peut démontrer que le temps nécessaire à la croissance du CO2 pour répondre au changement d'émission après 2011 est un temps d'absorption. Si le temps d'absorption est long, le CO2 anthropique continuera à croître jusqu'à s'accumuler dans l'atmosphère. Pour le temps d'absorption court, il s'équilibrera à une émission presque constante après 2011. L'intégration de la loi de conservation fournit une famille d'évolutions du CO2, chacune correspondant à un temps d'absorption différent. Pour un temps d'absorption de 50 ans, à demi-siècle, comparable à ce sur quoi s'appuie le GIEC, la croissance du CO2 anthropique continue à s'accélérer dans la 2e décennie, même si les émissions anthropiques ont alors atteint un plateau. Par conséquent, le CO2 anthropique s'écarte sensiblement de la croissance linéaire de 12 ppmv, et le temps d'absorption de 5 ans est un ordre de grandeur plus court que celui sur lequel s'appuie le GIEC. La croissance du CO2 anthropique commence ensuite à se stabiliser au cours de la 2e décennie. Mais elle s'écarte encore de la croissance linéaire de plus de 5 ppmv. Pour une durée d'absorption d'1 an, l'écart par rapport à la croissance linéaire devient inférieur à 1 ppmv. Cependant, ces conditions permettent d'obtenir un taux principal de CO2 anthropique de seulement 3 ppmv. La fraction anthropique de l'augmentation du CO2 est donc de l'ordre de 3%. Si vous avez suivi les analyses précédentes que j'ai présentées, qui sont indépendantes de la présente analyse, ce chiffre devrait vous sembler familier. La différence d'émissions nettes est encore plus remarquable. Au cours des 2 décennies, les émissions anthropiques ont augmenté de plus de 50%. L'émission nette, c'est-à-dire le total réellement observé, n'a subi que peu de changements systématiques, voire aucun. Si l'on élimine les fluctuations interannuelles, l'écart est inférieur à 6%, même en tenant compte du résidu de El Niño de 2016.
L'incohérence ne peut se produire que si l'émission anthropique nette était beaucoup plus faible que l'émission naturelle. Pour une période d'absorption de 50 ans, l'émission anthropique nette augmente systématiquement de 0,85 ppmv par an. L'émission nette totale observée s'écarte de moins de 0,2 ppmv par an. Même en tenant compte des effets résiduels d'El Niño, pour une durée d'absorption de 5 ans, l'émission anthropique nette s'écarte encore de 0,3 ppmv par an. Pour une durée d'absorption d'1 an, l'émission anthropique nette s'écarte de moins de 0,2 ppmv par an. L'émission anthropique nette est alors d'environ 0,1 ppmv par an. L'émission nette totale, c'est-à-dire ce qui est réellement observé, dépasse 2,1 ppmv par an. La fraction anthropique de l'émission nette est donc inférieure à 5%. À la lumière de ces contradictions, avec le point de vue promu sur le CO2, il convient de réfléchir au traitement historique de ce sujet. Kohler a fait plusieurs déclarations. La première, le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère diffère de son temps d'adaptation, qui est, selon eux, bien supérieur à 100 ans. Ce serait difficile. En l'absence d'émissions, la loi de conservation pour une espèce conservée comme le CO2 se réduit à une seule déclaration, selon laquelle le taux de changement de l'espèce est égal au taux d'absorption à la surface de la Terre, qui est juste l'inverse du temps d'absorption multiplié par l'abondance du CO2. L'espèce doit alors se désintégrer de manière exponentielle, avec une échelle de temps égale au temps d'absorption. La même loi régit une perturbation du CO2, ainsi que sa trace, le carbone 14. Les essais de bombes nucléaires effectués dans les années 50 et 60 ont augmenté la teneur en carbone 14. Après l'élimination de la source de perturbation par le traité d'interdiction des essais nucléaires, le carbone 14 s'est désintégré de manière exponentielle, révélant un temps d'absorption inférieur à une décennie. Comme nous l'avons montré précédemment, la décennie observée représente l'absorption nette du carbone 14, y compris sa réémission à la surface de la Terre. Le temps d'absorption réel ne peut être que plus court. En présence d'absorbeurs multiples, l'absorption dans le monde physique se fait à un taux collectif, égal à la somme des taux d'absorption individuels. Elle est plus rapide que la vitesse d'absorption de l'absorbeur le plus rapide. Le taux de variation du CO2 est alors égal au taux d'absorption collectif multiplié par le taux de CO2 global. L'absorption redressée du GIEC est incorporée dans le modèle dit de Berne. Il diffère de manière importante. Ici, chaque absorbeur est une portion, une fraction désignée de l'ensemble du CO2. Une fraction désignée pour absorbeur 1, une fraction différente pour absorbeur 2, et ainsi de suite. Chaque fraction de CO2 se décompose ensuite au taux d'absorption de l'absorbeur auquel elle est affectée. L'absorption est donc compartimentée. En raison de cette caractéristique, le taux de changement du CO2
n'est pas égal au taux d'absorption collectif multiplié par le taux de CO2 global. Par conséquent, ce traitement de l'absorption ne satisfait pas à la loi de conservation qui est satisfaite par le CO2 dans l'atmosphère. La conséquence de cet échec est essentielle. Elle est illustrée par une analogie mécanique. Une piscine avec plusieurs drains de tailles différentes. Dans l'univers physique, chaque canalisation a accès à la totalité de l'eau. Tous les drains fonctionnent donc à l'unisson. Ils continuent à fonctionner jusqu'à ce que toute l'eau ait été retirée. La vitesse d'évacuation collective est la somme de celle des drains individuels. Elle est plus rapide que celle du drain le plus rapide. Le temps d'élimination, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que toute l'eau soit éliminée, est donc dicté par le drain le plus rapide. Dans l'univers du GIEC, l'absorption est compartimentée. Les drains individuels n'ont accès qu'à l'eau qui leur a été attribuée. L'absorption globale est donc échelonnée. D'abord, ce qui est attribué au drain le plus rapide est vidé. Ensuite, le drain le plus rapide reste inactif. Ensuite, ce qui est attribué au drain le plus rapide suivant s'est vidé. Ensuite, il reste également inactif jusqu'à ce que l'eau du drain le plus lent soit vidée. Dans ces conditions, le temps de vidange est dicté par le drain le plus lent. Il est beaucoup plus long que celui du drain le plus rapide. En fait, un compartiment du modèle de Berne n'a pas de vidange, ce qui rend le temps d'élimination infini. Pour le CO2, son temps de résidence dans l'atmosphère est égal au temps de son élimination à la surface de la Terre, le temps de son absorption à la surface, car c'est le seul mécanisme disponible pour son élimination. C'est l'un des deux ordres de grandeur plus court que celui sur lequel s'appuie le GIEC. C'est ce que l'on appelle le temps d'ajustement, un dispositif également cité par Kohler. Pour distinguer le type d'ajustement, l'industrie du changement climatique introduit une absorption de fond constante, en plus de l'absorption normale qui est proportionnelle à l'abondance du CO2. Cela conduit à un temps d'ajustement d'eau de 100 ans. C'est beaucoup plus long que le temps de résidence du CO2, qui est d'une eau par année. Ce traitement souffre d'un problème mineur. Lorsque le CO2 atmosphérique disparaît, l'absorption du CO2 ne disparaît pas. Le CO2 est éliminé de l'atmosphère, même s'il n'y a pas de CO2 dans l'atmosphère. L'univers décrit par ce traitement n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agit pas de l'univers physique. N'oubliez pas que cette erreur, si elle était commise lors d'un examen de doctorat dans une université réputée, elle entraînerait une disqualification immédiate. Avec l'élimination de l'absorption de l'espèce, le temps d'ajustement se réduit au temps de résidence, qui est plus court de plusieurs ordres de grandeur. La conséquence de cette ère est transformatrice. Ils exagèrent considérablement l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, qui dépasse alors les 1000 ppmv.
En vertu de la loi de conservation, le CO2 n'atteint des niveaux qu'une fraction de cette valeur. Kohler fait cette deuxième affirmation. Le traitement du carbone néglige les changements dans les terres, les océans, la biosphère, les sédiments marins, etc., etc. Le CO2 dans l'atmosphère est régi par la forme tridimensionnelle de la loi de conservation. En faisant la moyenne sur le volume de l'atmosphère, on obtient la loi de conservation du CO2 atmosphérique moyen. Ce que nous avons examiné, la perturbation anthropique est régie par la même loi. Avec l'émission anthropique et le temps d'absorption spécifié, la loi de conservation est entièrement déterminée. Il en est de même pour le CO2 anthropique, qui découle de la loi de conservation. À la lumière du comportement observé, vous avez vu ce que cela exige. Les changements dans des réservoirs étrangers, tels que l'océan, les sédiments marins et d'innombrables autres réservoirs, ne sont pas pertinents. Pour ceux qui recherchent la vérité, c'est une chance, car ces propriétés globales ne sont pratiquement pas observées. Kohler et les autres, fait numéro 3. Les comparaisons ont été effectuées par rapport à la mauvaise glace de substitution. Il est douteux qu'une quelconque approximation du CO2 par la glace soit correcte. Nous avons déjà montré que la cohérence croisée entre les proxys glaciaires du CO2 et de la température révèle des conditions subies par la glace ancienne qui étaient fortement non conservatrices, où le CO2 et la glace ont été modifiés par rapport à leur forme originale lorsqu'ils ont quitté l'atmosphère. Associé à des transformations irréversibles, ce comportement diffère fondamentalement de la cohérence croisée entre le CO2 atmosphérique et la température qui a été observée dans l'atmosphère. Les conditions non conservatrices rencontrées par la glace ancienne rendent les proxys glaciaires du CO2 peu fiables et entachés d'incertitude. C'est pour cette raison que la mesure du CO2 par la glace nécessite une interprétation, un traitement qui convertit les valeurs mesurées en ce qu'elles devraient être. Comme tous les proxys du CO2 atmosphérique sont donc entachés d'ambiguïté, une caractéristique qui les rend vulnérables à l'interprétation. Le cœur de la démonstration est que la dépendance à la température de la mission naturelle, y compris la non-linéarité, peut expliquer n'importe laquelle des enregistrements proxy du CO2 ancien. Pour étayer la véracité des données proxy sur le CO2 des glaces, Kohler affirme également que le score élevé de CO2 chevauche parfaitement les mesures instrumentales du CO2 atmosphérique. C'est vrai. En bleu, on trouve les mesures originales du CO2 extraites de la glace, qui ont été datées en fonction de l'âge de la glace environnante. Les mesures atmosphériques sont en vert. Elles ne correspondent pas. C'est donc que l'âge du gaz diffère de celui de la glace environnante. Deuxièmement, les valeurs mesurées de CO2 ont ensuite été traitées à l'aide d'un ajustement ad hoc. Qui a décalé leur âge de 82 ans, juste assez pour faire coïncider la fin des données des glaces avec le début des données de l'atmosphère. Ça vous rappelle quelque chose? L'ambiguïté du processus
est systémique dans l'industrie du changement climatique, car elle s'appuie non pas sur des observations directes, qui sont le test décisif de toute théorie, mais sur des données indirectes qui sont invariablement entachées d'une incertitude nécessitant une interprétation. Les données indirectes ne remplacent pas les observations réelles du comportement de l'atmosphère. Ces observations sont maintenant suffisamment longues pour tester cette théorie. Vous avez vu ce qu'elle exige. Feynman a succinctement exprimé le principe fondamental de la science. Nous recherchons de nouvelles lois physiques en suivant le processus suivant. D'abord, nous supposons, puis nous effectuons un calcul pour voir les conséquences de notre supposition. Enfin, nous comparons directement le résultat avec le comportement observé. S'il n'est pas conforme, la supposition est erronée. Cette phrase est la clé de la science. Peu importe la beauté de votre supposition, peu importe l'auteur de la supposition ou son nom, si elle ne correspond pas au comportement observé, elle est fausse. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le traitement de Hardy est une réfutation qui envoie un message effrayant à la communauté scientifique. Ceux qui osent publier des preuves qui ne vont pas dans le sens de l'agenda du changement climatique seront sévèrement critiqués dans un commentaire publié. Lorsqu'ils chercheront à publier une réfutation, ils seront réduits au silence, empêchés de prononcer le moindre mot pour leur défense. La censure de la réfutation de Hardy, sans parler d'une critique défectueuse, intimidera tout le monde, sauf les plus engagés. C'est comme si un employeur engageait une procédure pour mauvaise conduite à l'encontre d'un employé qu'il aurait séquestré à l'étranger. Dans l'Australie d'aujourd'hui, cela est considéré comme une bonne chose. La suppression des preuves qui falsifient les fondements de l'industrie du changement climatique soutient une crise de commodité. Elle a servi à financer toutes sortes d'inepties qui sont présentées comme de la science. Les projections climatiques sont basées sur la prédiction du CO2 atmosphérique qui n'est manifestement pas compris. Si les modèles climatiques ne peuvent pas prédire le CO2, ils peuvent difficilement prédire comment le CO2 futur influencera d'autres propriétés. L'impact du changement climatique anthropique sur le papillon brun, sur l'émotion et la moralité, sur la littérature et la science-fiction, sur les crabes, les algues, les plantes, la sexualité, la boue, oui, la boue, et l'impact du changement climatique sur le coucou australien. Le maintien de cette industrie nécessite une communication efficace avec les masses naïves, réalisée avec le soutien d'agences scientifiques. Communication sur le changement climatique, 2,99 millions de la Fondation nationale de la science. Éducation au changement climatique, 5,6 millions de la Fondation nationale de la science. Climat dans la salle de presse, 2,6 millions de la Fondation nationale de la science. Et enfin, la comédie musicale sur le changement climatique, financée par la Fondation nationale de la science, à hauteur de 700 000 $. Le tout soutenu par les ressources du public, pour son propre bien, bien entendu.
On peut se demander s'il s'agit là des activités d'un promoteur de la compréhension scientifique ou d'un instrument de dogme social. La véritable parodie dans cette affaire est ce qui a été ignoré en raison d'une crise inventée. Alors que d'innombrables ressources sont consacrées à une crise de convenance, les véritables mécanismes à l'origine des changements climatiques régionaux ont été relégués à la poubelle de l'ignorance. Le récit déformé sur le climat est le produit d'un univers postmoderne, un univers dans lequel l'idéologie l'emporte sur la raison. Dans cet univers, un étudiant qui étudie les kangourous anciens ou les cernes des arbres devient un expert de l'atmosphère. Les pourvoyeurs d'idéologie capitalisent sur le fait qu'elle est commercialisée en masse sous l'apparence de la vertu associée à une naïveté sans faille. La déférence aveugle à l'idéologie a cependant un prix, à plus d'un titre. Une communication efficace passe implicitement par la suppression des preuves contradictoires, tandis que les gardiens des médias discriminent les informations en fonction de la ligne du parti. Et si cela s'avère insuffisant, l'industrie a recours à la calomnie. Une campagne de relations publiques, organisée et bien financée par des intérêts particuliers, afin de subordonner et d'intimider les dissidents. Quelques exemples de ceux qui ont eu la témérité de remettre en question la ligne du parti. Wikileaks a révélé que Legum avait déformé mon travail dans le cadre d'une campagne politique pour le compte du milliardaire Tom Steyer. Une décennie d'efforts pour détruire ma carrière universitaire, par l'intimidation, la politique politicienne et la diffusion de mensonges. Roger Pielke. J'ai été soumis à une énorme pression de groupe. Je m'inquiète pour ma santé et ma sécurité. Cela me rappelle l'époque de McCarthy, Leonard Bengtson. Ceux qui sont encore en vie font l'objet d'insultes et de diffamations constantes de la part du public, ce qui a conduit plusieurs d'entre eux, comme Bengtson et Tenekes, à se retirer du domaine. Richard Lindzen. Et pour finir, après avoir présenté mes recherches, l'université de Macquarie m'a notifié, son soi-disant directeur de climatologie, que mon rôle avait changé. Vous serez affecté au tutorat, à la correction et au travail sur le terrain dans des unités non climatiques. Nous allons vous placer dans une situation où votre enseignement consistera à aider les autres. Tel sera votre nouveau rôle d'enseignant. Salutations distinguées. J'ai informé Macquarie de mon nouveau rôle d'enseignant. La promotion de l'idéologie par le sponsor, l'intimidation de la dissidence et la censure des preuves contradictoires reflètent une vision prophétique de la manière dont la manipulation de l'information peut déformer la perception de la réalité par le public. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. La raison pour laquelle l'industrie du changement climatique recourt à ces tactiques n'est pas un mystère. Ils y sont obligés. Nous sommes des gladiateurs du climat, qui n'ont jamais eu l'occasion d'affronter des scientifiques rigoureux, de vrais scientifiques qui ont démontré leur capacité à savoir ce qui contrôle réellement l'atmosphère. Ils seraient expulsés du Colisée une fois pour toutes. En attendant, cette plaie qui s'envenime dans le dos du public réapparaîtra de manière chronique au rythme des cycles politiques. Il n'existe qu'une seule protection contre cette perversion de la science.
C'est la même protection contre la perversion de la loi et la manipulation de l'information par les médias. Il faut veiller à ce que les deux parties soient représentées. Lorsque cette protection est contournée, il ne s'agit pas de science, ni de processus légitime, car cela bloque la voie vers la vérité. L'importance de cette protection a été illustrée par la catastrophe de Challenger, lorsque le vaisseau spatial a explosé au moment du lancement. Cet échec a mis en péril le programme de la navette de la NASA d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Le mystère a finalement été résolu, car la NASA a été obligée d'ouvrir la discussion. Cela a donné lieu à un échange scientifique solide, débarrassé des intérêts particuliers. Le mystère a été résolu par une personne extérieure. Les experts gouvernementaux avaient défendu la thèse d'un composant essentiel de la navette. Ces affirmations ont été contredites par des pompiers. Le programme de la navette n'a pas été sauvé par des experts gouvernementaux. Il a été sauvé par ceux qui ont défié ces experts. Le point de vue promu sur le CO2 atmosphérique, fondement de l'industrie du changement climatique, est le produit d'un univers dans lequel le CO2 atmosphérique ne change que sous l'effet des émissions humaines. Mais quelques pourcents des émissions naturelles sont présumées endormies. Un univers dans lequel les changements isotopiques inhérents à l'émission naturelle de CO2 sont présentés comme une signature de l'émission humaine. Un univers dans lequel le CO2 est éliminé de l'atmosphère, même s'il n'y a pas de CO2 dans l'atmosphère. Et le plus troublant, un univers dans lequel les comportements observés qui falsifient les thèses de l'industrie du changement climatique sont interdits, réduits au silence et systématiquement expurgés des archives. Dans cet univers, un seul camp est autorisé, la ligne du parti. La conséquence de cette dernière caractéristique est transparente. Elle dissimule les erreurs fondamentales de cet univers imaginaire. Cet univers n'est pas régi par les lois de la physique ou toute autre science exacte. Il est régi par l'idéologie. La fin justifie les moyens. L'incapacité de la science institutionnalisée à traiter ce sujet objectivement, comme la science doit le faire, sera une tâche indélébile sur la crédibilité de la science. Sous les directions postmodernes et leur quête d'argent et d'influence, les institutions même qui sont censées faire progresser la science, non par le biais de gains politiques, mais par la compréhension du monde naturel, auront tiré une balle dans le pied de la science. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi elles ont gravité dans cet état. Une société qui ne soutient qu'un seul point de vue sur une question controversée ne peut avoir qu'un seul visage.